BFM Business présente Les experts sans frontières. Guillaume Paul. Allez, 18h15, ils sont là, nos experts sans frontières, comme tous les vendredis, bien sûr, pour refaire ensemble l'actu économique. Elle est encore très intense ce soir. Juan José Dorado est avec nous. Bonsoir, Juan José. Buenas tardes. Buenas tardes, journaliste espagnol basé à Paris. Guillaume Clossa, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Guillaume, président d'Europa Nova. Richard Verly, bonsoir, Richard. Bonsoir. Bienvenue également, correspondant du journal suisse Blick à Paris. Alors, on a beaucoup de questions ce soir, à commencer par... on ne pensait pas avoir à se poser ce genre de questions, à commencer par se demander si Trump et Xi Jinping se sont vraiment parlé sur les droits de douane. Trump affirmait que oui en début de journée dans un entretien au magazine Times. Il dit, c'est même lui qui m'a appelé. Et il dit, je ne vois pas ça comme un signe de faiblesse. Bon, bref. Il dit que ça s'est bien passé. Il dit, on attend des annonces peut-être d'ici 3 ou 4 semaines. Et puis, un peu plus tard, là, les Chinois qui écrivent, il n'y a aucune consultation ni négociation sur les droits de douane. Donc, ils ne démentent ni confirment l'appel téléphonique entre les deux présidents. Dans la foulée, Trump prend son hélico pour aller prendre l'avion pour aller à Rome. On lui pose la question, le journaliste américain nous pose la question. Il dit en 3 mots, j'ai pas de commentaire à faire là-dessus, mais on s'est parlé à de nombreuses reprises. Et puis là, je vais à Rome et puis après, on espère avoir abordé. Voilà, je vous l'ai fait courte. On en est ce soir à se demander si Trump et Xi Jinping se sont parlé ou si Trump nous raconte des histoires, Richard. Enfin, c'est surréaliste, cette histoire. C'est the art of the deal, comme il a l'habitude de dire. C'est-à-dire qu'on raconte des histoires, mais il a raconté toute sa vie des histoires, Trump. Donc, s'il a menti sur une conversation possible avec Xi Jinping, ça en dit long sur l'état de l'administration américaine aujourd'hui, mais de la part de Donald Trump, à titre personnel, je ne serais pas particulièrement étonné. Guillaume, moi je ne serais pas étonné, mais le problème en fait, c'est qu'une grande partie de la population en fait s'en fout, parce que maintenant les faits n'intéressent plus les gens. Et donc ce qui intéresse les gens, c'est une compréhension globale des problèmes, des intuitions. Mais on est sorti de l'époque des Lumières et on est dans l'époque du chaos, où finalement on peut raconter des bobards sans que ça ait vraiment une conséquence. Enfin là, ça aura peut-être une conséquence, on verra. Bon, on va voir. Mais il est capable de nous pipoter, de nous faire croire qu'il a parlé à Xi Jinping alors que il nous pipote quand même. Vous faites pas ça aux Chinois. Il a pipoté l'Amérique quand même. Il a pipoté les Américains. Est-ce que vous faites ça au peuple américain, Guillaume ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut faire ça au peuple chinois aussi ? Non, je ne crois pas. On va voir. C'est trop gros. Alors les Chinois ne démentent ni ne confirment l'appel. Voilà. Cela dit, ce qui est complètement absurde, effectivement, c'est discuter s'ils ont parlé ou pas parlé. Ce qu'il disait effectivement Guillaume, c'est que ce qui intéresse les gens, c'est si on va payer plus cher parce qu'il y a des droits de douane ou on va payer moins cher. Alors qu'il se soit parlé, on s'en fout carrément. Ce qui est important, effectivement, c'est qu'il y ait quand même des contacts quelque part entre les deux administrations, même si les présidents ne se parlent pas. Mais lui, il raconte des histoires, il a toujours raconté des histoires. Bien sûr, il a toujours raconté des histoires. Oui, c'est sûr qu'il y a des contacts. Je suis sûr qu'il y a des contacts, parce que les économies sont tellement imbriquées qu'on ne peut pas se parler au quotidien et avoir une énorme machine administrative en Chine comme aux États-Unis qui est dédiée à l'autre. Alors, il y a des contacts et il y a des réalités, parce que la Chine a confirmé, vous avez vu ça passer il y a quelques heures, qu'elle avait commencé à lister des exemptions de droits de douane sur certains produits américains. Voilà, apparemment, ils ont dit à tous les milieux industriels, faites-nous remonter ce dont vous avez besoin aux États-Unis et que vous ne pouvez pas trouver ailleurs, et on s'adaptera. La liste des produits représenterait 45 milliards de dollars de marchandises d'importation l'an dernier des États-Unis vers la Chine. Donc la Chine est déjà en train de toucher du doigt cette réalité. Donc, oui, mais la Chine, ce qui ressort de cet épisode qui a commencé avec les annonces de tarifs douaniers de Trump le 2 avril, c'est que la Chine s'était parfaitement préparée à tout ça. Oui. À l'époque, moi j'étais, je vous l'avais dit, en Asie, oui. Je revenais d'Asie quelques jours après, moi tous mes interlocuteurs m'avaient dit, les Chinois sont préparés, ils ont anticipé, et donc au fond les Chinois ils déroulent, ils ont plusieurs scénarios, et là on était dans le scénario jusqu'à l'éventuel coup de fil, on était dans le scénario de la confrontation, on va passer peut-être dans le scénario de la désescalade, mais du côté de Trump, c'est la stratégie du chaos, c'est-à-dire un jour on dit une chose, le lendemain on dit une autre. Du côté des Chinois, on avance clairement, c'est-à-dire bien faire comprendre aux États-Unis qu'ils sont incontournables et qu'ils ne perdront pas cette bataille. J'arrive pas à comprendre pourquoi les Chinois nuançaient les propos de Trump. Est-ce que c'est parce que il a dit que c'est Xi Jinping? Non, mais ça peut être ça. Est-ce qu'il a dit, c'est parce qu'il a dit que Xi Jinping avait lui appelé que les Chinois ont réagi? Je ne sais pas. Non. Je pense que le positionnement de la Chine aujourd'hui, parce que les États-Unis ont perdu en crédibilité, c'est de se positionner en puissance responsable. Tout à fait. Et donc, finalement, ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, on verra dans 10 ans, 20 ans, 30 ans si c'est un succès ou un échec, c'est de recréer les fils d'un ordre mondial
qui finalement s'inscrit dans la continuité de ce qu'ont fait les Américains après la Deuxième Guerre mondiale et que les Américains sont en train de miner. Alors ce ne sera pas exactement le même ordre, mais ils reprennent quand même beaucoup d'éléments et beaucoup de postures qui étaient jusque-là des postures traditionnellement américaines. Oui. Dites qu'il y a un basculement, Juan Rosé, vous êtes d'accord avec ça? Oui, la crédibilité américaine est déjà entachée là, à ce stade, La crédibilité américaine lourdement, est déjà de manière entachée, irréversible depuis la campagne électorale, même avant l'élection de Donald Trump. Mais j'ai pensé, après vos propos, j'ai pensé à un proverbe persan qui dit « La patience est amère, mais le résultat est toujours doux ». Et donc, pour dire qu'effectivement, la Chine se prépare depuis très longtemps. La Chine est un pays qui a énormément des patience, qui ne fait pas des déclarations généralement intempestives, et qui se prépare et qui attend voir. Et je pense qu'effectivement, il y a des gestes qui sont faits par la Chine, mais parce qu'il y a eu aussi des gestes au préalable qui ont été faits par Donald Trump. Sur la tech donc, notamment. Mais voilà, donc effectivement, à partir de là, la Chine est dans son rôle comme elle l'a toujours été. Elle attend, elle avance petit à petit, elle ne surréagit jamais, c'est son principe. C'est vrai. Et ça paye. Alors maintenant, Guillaume. Le sujet, c'est que la Chine est la première puissance mondiale selon les... et ce n'est pas le cas de l'Europe. Et donc, l'Europe a une stratégie qui est une stratégie aussi de la mesure et aussi de l'attente, mais on s'interroge si ce n'est pas une stratégie de l'attentisme. Et donc là c'est toujours le problème d'une union qui ne s'affirme pas en puissance. La seule chose qu'on sache véritablement, c'est que aussi longtemps que l'Union européenne n'a pas un agenda de puissance, elle ne sera pas perçue comme sérieuse, ni par les Américains, ni par les Russes, bon c'est clair, ni par les Chinois. Et donc, il faut à un moment ou à un autre qu'on mette cette question de l'agenda de puissance de l'Union européenne sur la table. Parce que il y a une maturité au niveau de beaucoup de leaders d'opinion du continent depuis un certain temps. Il y a eu un premier rapport du conclave l'année dernière, en fin 2023, qui disait que pour sortir de l'étau américano-chino-russe, le seul moyen pour l'Union européenne, c'est de se transformer en puissance globale, durable et responsable. Et donc maintenant, c'est l'étape d'après. Maintenant ça, on le sait, mais il faut que le leadership s'en empare. Je pousse un peu ce que vous dites sur l'attentisme, parce qu'on a remarqué ici que depuis quelques semaines, il y avait eu à plusieurs reprises des appels du pied des Chinois à l'Europe pour coopérer davantage sur le plan économique. Et effectivement, vous avez l'impression que les Européens soit sont pas réceptifs, soit ne répondent pas vraiment à cet appel. Voilà, c'est ça l'attentisme. Et il faut que Trump tourne Kazakh une nouvelle fois et que tout revienne dans l'ordre d'une certaine manière. Alors, sur le plan commercial, la Commission européenne s'était préparée, on peut dire, de la même manière que l'ont fait les Chinois. Ils se sont préparés. La difficulté, c'est que du côté chinois, vous vous préparez et ensuite, Xi Jinping décide et ça avance. Du côté européen, vous avez beau être bien préparé, il y a un moment donné où ça revient à une décision collective qui peut ne pas être simple, même si sur le domaine commercial, c'est la Commission qui a le monopole de la négociation. Moi, je crois que l'attentisme, il est réel. Il peut des fois être habile. Parce que quand on a une administration comme celle de Trump, quelquefois on peut avoir intérêt à attendre le moment où il va un peu descendre en nervosité. Ça peut arriver. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut à un moment donné formaliser des propositions claires. Et on voit bien sur les différents dossiers, commerce ou autres, que la Commission... On parlera sur l'Ukraine. J'aimerais justement, pour rebondir sur ce que Richard vient de dire... J'insiste vraiment sur les appels du pied de la Chine à l'Europe depuis qui restent sans réponse. C'est quelque chose qui nous étonne. En fait, c'est compliqué pour nous. Parce qu'il y a un non-dit, c'est que M. Trump a donné un ultimatum, enfin une période de 90 jours. Mais... qu'est-ce qu'on fait ? Non, le problème, c'est que pour moi, le vrai enjeu là-dedans, c'est l'Europe. C'est la vassalisation de l'Europe au service des États-Unis. 90 jours, ça correspond à quoi ? Ça nous amène à début juillet. Ça veut dire qu'on va passer le sommet de l'OTAN. Et donc, derrière cette affaire de commerce, il y a un énorme non-dit qui est, si vous voulez continuer à bénéficier en l'état actuel de la sécurité américaine, de la présence des États-Unis dans l'OTAN, etc., sachant que vous êtes incapable de vous défendre tout seul, vous nous suivez surtout. Et donc... D'où les 90 jours. D'où les 90 jours. Et surtout, le grand sous-entendu, c'est vous vous déconnectez progressivement de la Chine. Et ça, c'est très compliqué pour nous. Oui. Les Chinois le savent.
Et donc, il faut arriver à sortir de ce piège. Le sommet de l'OTAN, c'est en juin, fin juin, voilà, effectivement. Oui, mais c'est en fait, dans l'esprit des Américains, tout ça est lié. Oui. Et donc, quand on parle commerce, il faut aussi penser défense. Oui. Et on ne le fait pas suffisamment. Et c'est pour ça que les chefs d'entreprise, à mon avis, ont plutôt intérêt à se taire parce que la Commission, en vérité, va dans leur sens. Tout le monde se tait et attend de voir. Oui, enfin, voilà, on a vu les réactions un peu... Non, mais c'est vrai, il n'y a pas grand-chose. Ce qui m'interpelle, effectivement, il y a l'appel de pied de la Chine, et notamment, c'était avec l'Espagne, puisque Sanchez est allé 3 fois en 3 ans rencontrer Xi Jinping. Le dernier voyage, c'était il y a à peine 10 jours, où il est rentré de Chine, parce que, d'ailleurs, il a déclaré, dès qu'il est rentré, en fait, l'Espagne pourrait être une espèce de point d'équilibre, peut-être de pont de relations entre la Chine et l'Union européenne. Il était allé dire qu'il pique pendre des surtaxes européennes sur les véhicules électriques chinois il y a quelques mois. Mais d'ailleurs, il va y avoir certainement une usine des batteries électriques qui va être construite en Espagne. On parle des centaines de millions d'investissements chinois qui vont tomber du côté espagnol. Mais vous avez là l'Espagne, effectivement, mais en même temps, vous avez Giorgia Meloni qui part aux États-Unis. Elle ne part pas en Chine. Vous avez d'autres leaders européens qui regardent toujours vers les États-Unis et pas vers la Chine. Peut-être effectivement que si d'autres leaders européens, d'autres pays importants commençaient effectivement à regarder un peu plus vers la Chine, je ne dis pas qu'il faut convertir la Chine en premier partenaire commercial à tout va de l'Union européenne, mais peut-être effectivement il faudrait aller chercher d'autres marchés ailleurs et notamment en Chine. Guillaume, le sujet, parce que après le Covid, il y a eu toute une discussion sur la nécessité pour l'Europe de trouver son autonomie stratégique, son indépendance stratégique, enfin, comme on veut, essentiellement, en fait, à l'époque, par rapport à la Chine. Et on se rend compte aujourd'hui que les principales dépendances sont essentiellement par rapport aux États-Unis et de très loin. Et ces dépendances, elles sont militaires. On nous fait acheter des armements dont on n'a pas forcément besoin, dont les Américains eux-mêmes ne veulent pas pour eux-mêmes. Donc, en fait, l'OTAN est devenue une machinerie pour vendre, pour rentabiliser les cycles de production américains pour des produits que les Américains ne veulent plus, ne veulent pas. Bon, donc ça, c'est assez intéressant quand même. Et le second sujet, c'est les plateformes. C'est que la convergence... j'étais il y a 6 ou 7 ans, je ne sais pas si vous vous rappelez, conseiller spécial de Juncker sur la question de la régulation des plateformes et l'intelligence artificielle. Et Juncker m'avait dit, mais quel est le risque, à ton avis, par rapport à ce sujet des plateformes? Et je lui ai dit, écoute, imagine qu'il y ait un président des États-Unis qui nous soit hostile, qui converge avec un grand patron américain. Je ne pensais pas à Musk à l'époque. Je vous avoue, je n'avais pas du tout pensé à Musk. Vous avez parié sur un patron en particulier, non? Non, mais c'était pas... peu importe. Le sujet, il est que ces géants de la tech disposent d'infrastructures mondiales. Ces infrastructures mondiales sont soumises à l'extraterritorialité américaine. Et toutes les informations qui y passent, en gros, c'est tout sur nos vies, à n'importe quel moment, peut être utilisé aux États-Unis. Sur nous, individus, mais nous, entreprises. Et ça, c'est un énorme problème de souveraineté. Ça veut dire que la souveraineté économique, en l'état actuel, n'existe plus. Bon, voilà, donc pas des Européens un petit peu, comment on dirait, le postérieur entre deux chaises quand même dans ses conclusions. Éric Lombard était à Washington, il a dit hier, on ne va pas se cacher qu'on est encore loin d'un accord. Il a dit on a des échanges fructueux, chaleureux avec nos amis américains, mais pour l'instant, sans que les Européens ne savent pas sur quel pied danser. Évidemment qu'on les aime beaucoup, mais on ne sait pas sur quel pied danser. On marque une pause, on revient dans 2 minutes. De quoi est-ce qu'on va parler? De l'acier, voilà, choc cette semaine avec les annonces de suppression de postes du côté de chez ArcelorMittal. On parlera du pape d'ici 19h et puis bien sûr de l'Ukraine. Moscou prête à un accord. Voilà ce qu'a dit il y a quelques heures Sergueï Lavrov. Tout ça jusqu'à 19h bien sûr. À tout de suite. BFM Business présente Les experts sans frontières. Guillaume Paul. Allez, 18h31, on est de retour avec nos experts sans frontières jusqu'à 19h. Richard Verly, Juan Rosé Dorado et Guillaume Clossas sont avec nous. Donc oui, c'était un petit peu le choc de cette semaine. Ces 1400 suppressions de postes annoncées avant-hier par ArcelorMittal en Europe, dont 600 dans le nord de la France. Alors, ce qui a fait notamment tiquer les syndicats en France, c'est qu'il n'y avait pas que les fonctions support qui ont été touchées. Vous savez, la production a été touchée également. Écoutez ce que disait ce matin l'eurodéputé Bernard Guetta, qui disait Arcelor nous tourne le dos, c'est pas grave, créons nos champions européens de l'acier. Il n'est pas trop tard et en plus on va en avoir diablement besoin. Écoutez ce qu'il disait.
Il faut aujourd'hui essayer, de même que dans bien d'autres branches industrielles, de créer des champions européens. Il serait invraisemblable que la France et l'Europe, d'une manière générale, n'aient plus de production d'acier. Écoutez, on doit développer, malheureusement, on doit développer les industries d'armement aujourd'hui. Et on dépendrait de pays étrangers pour nos fournitures d'acier. On doit réindustrialiser nos pays et on dépendrait de l'étranger pour nos fournitures d'acier. Non, absolument pas. Voilà, Bernard Guetta. Est-ce que la demande a baissé de 20% en 5 ans? Est-ce que ça suffirait? Le motif militaire a fait repartir la demande. Et puis pour produire quel acier? Un acier moins consommateur de CO2? Je ne sais pas. Enfin, ce qui est... La grande difficulté... Est-ce qu'on résout cette équation-là? C'est qu'au-delà, là, le projet politique d'avoir un géant de l'acier, oui, on peut le mettre sur la table. C'est plutôt souhaitable. Je crois que tout le monde est d'accord. Mais il y a la reconstruction de l'ensemble d'une filière à faire. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et là, pardonnez-moi, mais le parallèle avec l'Amérique de Trump, il est flagrant. C'est à cause de choses comme ça que Trump a été élu. C'est à cause de fermeture d'aciéries. Rappelez-vous tout la joute qui a opposé Biden à Japan Steel, aux Japonais qui possèdent des aciéries aux États-Unis. L'acier, c'est d'abord autour de l'acier que s'est faite l'Europe, ne l'oublions pas. L'acier, c'est le cœur politique et social de nos pays industriels. Donc oui, Bernard Guetta a raison. La question, c'est que, ça vient très tard. Et alors, pardonnez-moi, mais tous les gouvernements qui se sont succédés étaient très contents, quand il fallait sauver des aciéries, d'aller voir M. Lakshmi Mittal et Arcelor. Donc aujourd'hui, le faire passer pour un affreux bonhomme et cette entreprise pour une affreuse multinationale, je trouve que c'est d'une hypocrisie absolue. Il y a un gros dossier quand même pour ArcelorMittal, pour le secteur, c'est la décarbonation du secteur. Ça coûte cher. Voilà, Bruxelles a pris des mesures protectionnistes, des mesures pour décarboner plus facilement. En fait, on se rend compte qu'ArcelorMittal n'a pas pris au sérieux l'Europe sur ce sujet. C'est ça, finalement, l'histoire. C'est quand même une gifle d'ArcelorMittal au plan qui a été présenté, effectivement, par l'Union européenne. Qui a été présenté il y a un mois. Là, on voit effectivement que la France est fortement touchée. Il faut savoir quand même qu'ArcelorMittal est très implanté aussi en Espagne, parce que nous, on a 12 usines de production, dont 11 appartiennent, enfin 22 usines de production, dont 11 appartiennent à Usinor Métal. Donc, il y a près de 8000 Espagnols qui travaillent pour Usinor là-bas. Donc, mais on n'est pas aussi touché que la France, puisque c'est qu'il y a une quarantaine de postes qui vont être supprimés. Après, effectivement, je suis d'accord avec Richard. À un moment donné, on peut mettre sur la table de créer un géant européen, mais est-ce qu'on a les moyens de créer ces géants européens ? Aujourd'hui, parce que c'est un débat qu'on a depuis des années et des années, mais on n'arrive pas à le faire, et ce n'est pas effectivement le besoin d'armement, etc., qui va développer du jour au lendemain les géants industriels du côté de l'Europe. L'OCDE dit en 2030, d'ici 2027, donc c'est demain, les excédents de production, je parle des excédents, atteindront plus de 700 millions de tonnes, c'est-à-dire 5 fois ce que produit déjà l'Union européenne. Dans ces conditions, comment on survit? Comment est-ce que la filière européenne survit, Guillaume? Il y a un problème de marché. Donc, ArcelorMittal doit... Et la guerre commerciale risque de rien en arranger l'histoire, évidemment. Ça ne va rien arranger, mais on n'est pas face à une question de leadership facile. C'est des problèmes extrêmement complexes. Et donc, il faut que tous les acteurs se mettent autour de la table. Ceux qui peuvent garantir l'écoulement de production européenne, ceux qui en produisent, les acteurs politiques, etc. Et donc, il faut un vrai dialogue. Sur l'acier, le dialogue, il n'a pas eu lieu. On parle de dialogue sur l'automobile. Il y a de moins en moins d'acier dans l'automobile. D'ailleurs, le problème, c'est qu'il y a de moins en moins d'acier dans les armements aussi. Et donc, il y a une réflexion un peu plus stratégique à avoir et plus collective. Et secondo, sur ce que dit Bernard Guetta sur les géants européens, enfin, ça fait... depuis que je suis petit, on parle qu'il faut créer des géants... Enfin, ils ne vont pas arriver du jour au lendemain. Maintenant, on sait la réalité. Le marché intérieur, ce formidable marché, il n'a pas progressé depuis 15 ans. Il n'a pas progressé depuis 15 ans. J'étais conseiller spécial de Juncker et du vice-président en charge du marché numérique intérieur. Il est où ce marché numérique intérieur? Ce n'est pas le DSA et le DMA, même s'ils donnent des angles qui font qu'on a un marché digital. Le DSA et le DMA, c'est de la réglementation, ce n'est pas l'innovation. Mais voilà, et donc là, il y a un vrai sujet, c'est qu'il faut reprendre de manière extrêmement sérieuse la mise en marche du marché intérieur. Et il faut que ce marché intérieur soit fondé pour moi sur des régulations et pas sur des directives. Parce que les directives, les directives, en fait, c'est que chaque fois qu'il y a une directive qui est approuvée par le Parlement européen, les États nationaux vont la transcrire et vont rajouter des particularités
qui fait que ce sont des normes supplémentaires qui vont contre l'idée d'un marché intérieur unique. Oui. Donc il faut remettre en question la manière de construire ce marché Non, mais intérieur. à la base, il n'y a pas d'offre différenciante en Europe et puis il n'y a pas de demande non plus. Attends. Le sujet, il n'est pas seulement l'offre et la demande. Bah, c'est L'Europe. C'est quand même, Guillaume, c'est quand même une bonne partie de l'équation. Non, enfin. il y avait des offres différenciantes en Europe, en gros, jusqu'à la crise de 2007-2008. On était sur la tech les leaders. Le problème, c'est qu'il y a eu ces... Je parle de l'acier sur Oui, non, mais l'offre et la attendez, demande. mais peu importe, parce que vous pourriez dire qu'il n'y a pas d'offre différenciante de l'Europe sur beaucoup de choses. Donc, considérons que jusqu'en... et moi, je parle de la technologie parce que je pense que la technologie, c'est aujourd'hui encore plus important que l'acier, dans la mesure où c'est ce qui structure nos échanges, c'est ce qui structure nos moyens de production d'acier d'ailleurs, ce qui permet d'évaluer dans beaucoup de secteurs les demandes, etc. Et là-dessus, les Européens n'ont pas eu de stratégie. Bon. En fait, on a eu une stratégie juste de réglementation et pas de création d'un marché intérieur qui permettait de structurer à la fois la demande et les débouchés. Richard. Oui, sur l'acier. Et l'offre, pardon. Sur l'acier, qui est un sujet effectivement très important et, comme je le disais, extrêmement politique, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, je pense que la pire des choses, et c'est quand même le refrain que j'entends en France, serait de diaboliser les entreprises qui produisent de l'acier sur le thème « elles nous trahissent, elles s'en vont, elles ne respectent pas leurs engagements ». Je crois que l'Europe ne s'en sortira sur des sujets comme ça que si elle attire les entreprises, pas si elle les fait fuir. Justement, parce que le problème avec ArcelorMittal est un problème qu'on connaît depuis des années et des années et des années. Cette entreprise, depuis des années, promet qu'elle ne va pas fermer. Elle ferme au bout de 3-4 ans. Elle ferme des usines. Elle suspend de postes de travail. Après, là, pour l'instant, en France, ils nous européen, disent, pour l'instant, en France, ils disent chez Mittal, on n'a pas l'intention de fermer des sites. Voilà. Oui, non, on est engagé dans des plans de rénovation, dans des plans de rue. décarbonation à Dunkerque notamment, mais il n'est pas question de fermer des sites. Pardon, mais après, on parle du plan qui a été présenté par l'Union européenne. Oui. Techniquement, quand vous écoutez la conférence de presse du commissaire en présentant le plan, il séjourné qu'après on a négocié avec le secteur. Et puis, côté espagnol, parce qu'on est fortement... Il y a des usines qui sont installées, comme je vous disais, en Espagne. Toutes les usines, tous les professionnels vous disent c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, mais il n'y a pas d'aide en soi. Parce que on vous demandez au gouvernement d'essayer de proposer des prix d'énergie moins chers, ce n'est pas de l'argent. C'est pas de l'argent. Et tous les gouvernements n'ont pas les moyens, effectivement, de proposer une énergie moins chère pour que les aciéries puissent continuer à marcher. Et puis, je suis d'accord, effectivement, avec Richard sur le fait que ce type de secteur, ce secteur concrètement, quand vous fermez des usines, vous créez du chômage et vous créez surtout un mal-être profond dans une partie de la société qui voit que vous ne faites pas ce qu'il faut pour sauver des emplois. Effectivement, après, on peut voir ce qui s'est passé avec l'arrivée des troupes, mais on peut voir aussi dans d'autres pays, notamment l'Espagne, qui, dans les années 80, a fermé les hauts fourneaux et qui a fermé une grosse partie de son industrie, qu'aujourd'hui est désindustrialisée. Oui, une remarque sur Stéphane Séjourné, qui est le commissaire en charge de ces questions. Ça peut être très beau, franchement, voilà une priorité pour lui. On l'attend sur ce sujet-là. Et ce que je constate, c'est que sa réactivité, sa capacité à mobiliser, pas seulement en France, au niveau européen, me semble étrangement faible en ce moment. Bon, c'est pas le premier, Richard. Je suis d'accord. Pour un commissaire que Emmanuel Macron avait quand même vendu comme le remplaçant parfait de Thierry Breton. Ce que je constate, c'est qu'on peut penser ce qu'on veut de Thierry Breton, mais lui, il réagissait, il agissait et il était réactif. Pour l'instant, Stéphane Séjourné, c'est quand même pas le cas. Guillaume Clossard. Juste sans parler de... Parce qu'il n'y a pas qu'un sujet sur tel commissaire de tel pays ou d'autre. Il y a un sujet... Un peu quand même, un peu. Bon, d'accord. Il y a un sujet plus globalement sur plusieurs commissaires. Le sujet, c'est qu'à un moment, quand on a un portefeuille aussi important que le marché intérieur et l'industrie, ou que la santé, ou que la recherche, il faut quand même s'y connaître à minima et aimer ces questions, parce que le job de commissaire européen, c'est un job de complexité. Et donc, il faut comprendre 27 cultures, il faut comprendre des industries qui sont pensées différemment, et il faut avoir une capacité créative pour dépasser les difficultés et faire émerger des solutions communes. Et donc, ça demande un profil politique assez remarquable. Donc, c'était mal fagoté depuis le début. Non, mais c'est parce que je dis. C'est ça que c'est c'est un peu ça. C'est exactement ce que je dis. Pas the right man at the right place. Guillaume,
Richard, ce que je dis, c'est que ces questions que j'ai posées sur vos antennes quand on a choisi les commissaires, eh bien, elles auraient dû être beaucoup plus mises en évidence par les médias, parce qu'après, on se dit, c'est pas du tout ce dont on avait besoin. C'est trop tard pour vous demander. C'est un problème. Est-ce que c'est trop tard pour vous demander qui aurait été le candidat idoine pour ce poste, finalement, voilà. Mais il y a plein de profils qui étaient. L'important, c'est les critères. C'est ce que j'ai dit. C'est des gens qui comprennent que. Donc il aurait fallu que Thierry Breton reste en poste, en gros. Non, pas du tout. Il y avait plein d'alternatives. Ah si, moi je le pense, en l'occurrence. Je l'assume. C'était pas le plus mauvais des commissaires. Hein. Vous pouvez le penser. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il y avait des alternatives. Ce qui est important, c'est de se poser la question des bons profils. Voilà, c'est tout. Et un bon profil, pour un poste de commissaire européen, c'est pas forcément un parlementaire européen. Non. Bon. Non, mais c'est cette question que se posent les journalistes. Mais le président de la République, c'était pas posé il y a du gouvernement, mois, choisit ses commissaires en fonction de ses intérêts politiques et souvent de sa politique interne. Ouais, puisque ce que dit la Constitution, la commissaire espagnole aujourd'hui à l'Union européenne, Teresa Rivera, était la vice-présidente du gouvernement chargée de l'écologie. Au moins, elle est en train de gérer la transition écologique entre guillemets comme au sein de l'Union européenne. Mais effectivement. Thierry Breton n'était pas le plus mauvais des commissaires et il a payé ses mauvaises relations avec Ursula von der Leyen. Non, il a payé ses mauvaises relations avec Ursula von der Leyen. Comme d'autres poids lourds de l'ancienne commission. Oui, dont Nicolas Schmitt, dans le truc. Oui. Mais aussi les parties prenantes. C'est-à-dire qu'il avait un style qui faisait qu'il n'était pas apprécié des secteurs pour lesquels il travaillait, ni forcément des directions générales. Donc il y avait un sujet de personnalité. Mais personne ne remet en question la compétence. Le charisme, en tout cas la capacité à dire les choses de Thierry Breton. Bien, allez, on marque une petite pause, on revient dans 30 secondes. Les obsèques du pape, demain matin, on va en dire un mot. Puis l'Ukraine, évidemment, Moscou prête à un accord, a dit Lavrov hier soir. On va l'écouter d'ailleurs dans un instant. A tout de suite, on revient dans 30 secondes sur BFM. Les experts sans frontières sur BFM Business. Allez, 18h45, Richard Verly, Juan José Dorado, Guillaume Clossa qui continue de débattre pendant la pause, évidemment. 18h45, image en direct, tiens, si vous nous regardez à la télévision de Saint-Pierre de Rome où Emmanuel Macron... Alors, les images sont filmées sur un plan un petit peu large, mais Emmanuel Macron est en train de se recueillir à l'instant devant... le corps du pape François dont les obsèques seront donc célébrées demain matin. Emmanuel Macron qui était attendu à 18h, qui est arrivé avec un petit peu de retard et qui est en train de s'incliner, de se recueillir devant la dépouille du pape François. Je voulais qu'on dise un petit mot du pape François. Alors je crois que Guillaume a plus envie de parler du pape François lui-même. Moi j'avais envie de vous amener sur le sujet, mais on en dira un mot aussi. C'est sachant que je crois que François a nommé une centaine de cardinaux sur les quelques 123, voilà 108 sur les quelques 123. Est-ce que le prochain pape sera à l'avenant, aura un petit peu le même discours, portera le même discours sur les questions économiques, lui qui dénonçait sans cesse le capitalisme prédateur. Voilà. Est-ce que l'affaire vous paraît pliée En fait, vous posez la question si c'est un pape rouge, de gauchiste, comme marxiste, comme on dit ça. Certains disent c'est un pape marxiste. Voilà. Alors, même s'il vient de l'Argentine, ce n'est pas un pape qui était particulièrement marqué par la gauche. Je vous dirais sincèrement qu'effectivement, je pense que ce nouveau conclave avec effectivement pratiquement une centaine de nouveaux cardinaux, je pense qu'il les a nommés aussi en pensant à l'avenir, en disant voilà, ils vont suivre en quelque sorte le chemin que j'ai commencé à tracer, parce que ce qu'il a commencé à tracer, il a commencé à tracer, mais ce n'est pas fini, il n'est pas arrivé au bout de ce qui était son idée. Après, est-il ou pas de gauche par rapport à d'autres papes? Ce qui est certain, c'est qu'il est le moins conservateur des papes qu'on a eu ces dernières années. Ça c'est une réalité. Mais prétendre que l'Église catholique est autre que conservatrice, c'est quand même un peu exagéré. Guillaume. Cela dit, je finis avec ça, l'Espagne, on voit le roi et la reine en tête de délégation. Le président du gouvernement ne va pas y aller, mais il va envoyer sa vice-présidente, deux de ses vice-présidentes, notamment celle du Parti communiste. Donc vous voyez, si la leader du Parti communiste espagnol va représenter entre guillemets l'Espagne, peut-être qu'il était un peu gauchiste. Peut-être, Guillaume. Je ne sais pas s'il était gauchiste ou pas, mais certains disent marxiste, on a tout entendu. Ce que je sais, c'est que l'Église a à nouveau le vent en poupe grâce au travail qu'il a fait. Les baptêmes, les mariages recommencent partout à croître. Il a fait aussi un travail de mise en évidence d'un certain nombre de crimes. C'est comme ça commis par des prêtres ou des religieux à l'égard de prêtres ou d'autres religieux ou d'enfants, qui était absolument nécessaire parce que c'était un non-dit qui faisait énormément de mal à l'Église dans le contexte actuel.
Et puis, pour moi, on dit que c'est un pape qui n'est pas européen, que c'était, enfin, ça fait 1000, je ne sais plus combien de siècles qu'il n'y avait pas eu de pape qui n'était pas européen. Et en même temps, quand on connaît l'Argentine, et je suis un petit peu argentin, on sait que c'est un pays qui est ultra-européen. Et donc, moi, la politique qu'il a eue pour moi, parce que le pape a une politique, hein, il pilote un État, il pilote une institution qui est une institution mondiale très puissante, dotée, c'est une politique dont l'Union européenne pourrait s'inspirer au moins sur 3 niveaux. Le pape a essayé d'élargir. Vous avez parlé des cardinaux. Il a choisi des cardinaux au-delà de l'Europe, traditionnellement, qui avait toujours le monopole. Et donc, en Afrique, en Asie, il a complètement étendu le nombre de cardinaux de ces pays. L'Europe a besoin aujourd'hui de repenser ses capteurs, de revoir ses relations avec le reste du monde, de sortir de sa sentiment de supériorité, de se mettre à niveau. C'est exactement ce qu'il a voulu faire en nommant des cardinaux qui ne sont pas européens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... Ah oui, qu'on a la parole. non, mais pardon, je dirais juste 2 choses, si vous voulez. La deuxième chose, c'est qu'il y avait une Église qui était au-dessus de la société, et il a voulu que l'Église soit au niveau de la société. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'Europe, parce qu'elle est perçue... C'est pas non plus un hasard. Hein. L'Europe est le résultat aussi d'une certaine forme de démocratie chrétienne et du Saint-Empire romain germanique. Ouais. Donc il y a ce besoin pour l'Europe de l'Union européenne et de ses États de se remettre au niveau de la société et de sortir du surplomb. Et je pense que c'est quelque chose aussi, c'est un enseignement politique qui est extrêmement utile pour les Européens aujourd'hui. Richard Verly. Ben moi, je pense qu'il était sans doute contestataire de l'ordre capitaliste actuel, et il pensait que le capitalisme avait un aspect prédateur, ce qui est juste, mais c'était un bon patron. Un bon patron au sens où une multinationale a besoin d'un bon patron. Il prenait des décisions, d'ailleurs on lui a reproché son salaire des cardinaux, caractère autoritaire, il savait s'occuper de son personnel, il était un bon DRH, la preuve c'est qu'il a nommé beaucoup de cardinaux, et il savait s'occuper de ses clients, pardonnez-moi l'expression, à savoir les paroissiens. Donc c'était le bon patron de la multinationale Église. Les patrons feraient peut-être bien de s'en préoccuper. Voilà, pour ce qui est du prochain pape, on attendra, parce que le conclave pourrait débuter aux alentours du 5 mai. Voilà, il faut 9 jours, je crois, entre les obsèques et le début du conclave. Être leader, c'est facile. Être un bon leader, c'est très difficile. Surtout par les temps qui comptent. On le voit toujours dans le monde de l'entreprise. L'Ukraine, rapidement, est-ce que les choses s'accélèrent? Il y a une nouvelle rencontre en ce moment entre Vladimir Poutine et l'émissaire américain de Donald Trump, Steve Witkoff. C'est la 4e en 2 mois. Et la Russie a dit il y a quelques heures qu'elle était prête à un accord. Écoutez son chef de la diplomatie, Lavrov, Sergueï Lavrov, il y a quelques heures. Écoutez. Le président des États-Unis estime à juste titre, selon moi, qu'on avance dans la bonne direction. Sa déclaration mentionne un accord et nous sommes prêts à le conclure. Mais certains points spécifiques doivent encore être peaufinés. Le président des États-Unis n'a pas précisé les éléments de l'accord. Il n'est donc pas approprié que je le fasse. Voilà Sergueï Lavrov il y a quelques heures. Un mot d'un article que vous venez de faire paraître, Richard, on le voit. Et si les Européens avaient tout faux sur la paix en Ukraine? Alors je schématise, mais vous dites, est-ce que finalement la formule américaine n'est pas une base de négociation intéressante? Vous citez Gérard Haro, dans la mesure où finalement, si l'Europe conteste le plan de Trump, elle n'a rien en alternative. Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, alors on peut le regretter, il faut peut-être le regretter, mais l'Union européenne n'a pas d'autre choix que de saisir l'occasion. Saisir ce plan de paix de Trump, que semble-t-il la Russie est prête à accepter. C'est un plan de paix inégal, au même titre, vous vous souvenez qu'il y a eu des traités inégaux que la Chine a longtemps dénoncés. C'est un traité c'est une proposition très favorable à la Russie, mais c'est en l'acceptant que l'Europe pourra peser, parce que si elle refuse maintenant et que Trump devait déserter le terrain ukrainien, disons-le, l'Europe n'a pas les moyens de soutenir l'Ukraine pour une guerre qui se poursuivrait. Vous dites c'est une base de négociation, vous dites aussi il faut pas oublier quel est le sentiment général en Ukraine. On est proche de aux Ukrainiens. Oui. Et sont-ils prêts encore? La question elle est simple. Qu'est-ce que l'Ukraine peut gagner en poursuivant la guerre? Qu'est-ce qu'elle peut gagner de plus? Rien. La Russie s'est renforcée, l'alliance avec la Chine s'est consolidée, elle a la Corée du Nord qui lui fournit les munitions. Donc quand vous savez que vous ne pourrez plus rien gagner par la guerre, il est peut-être temps de réfléchir à la négociation. Vous êtes d'accord, Guillaume, avec l'argumentaire de Richard? Moi, ce que je regrette, enfin je peux avoir un regret, c'est que nous, les Européens, on aurait dû soutenir beaucoup plus tôt les Ukrainiens. Et
on a une responsabilité aussi dans la manière dont les choses ont évolué, malheureusement en défaveur de l'Ukraine. Et je pense qu'il faut aussi se poser cette question, parce que personne ne voulait mettre les moyens. Et les moyens, on les avait. On les avait au début pour pouvoir faire la différence. Et donc, les Européens doivent arrêter de se penser en observateurs de l'histoire et doivent, ce qu'on disait au début de cette émission, se penser en puissance, parce que autrement on ne fera jamais la différence. Et c'est pas que l'Ukraine qui va être écrasée, c'est nous qui sommes en train d'être écrasés. L'Europe a été attentiste. Rosé. Ça, c'est une réalité. Elle a été attentiste au début. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Après, là où ça a mal tourné, c'est aussi qu'on a perdu l'appui des Américains. On ne s'attendait pas non plus à que les Américains laissent en plan l'Europe dans les dossiers ukrainiens. Ça, en 2022, on ne l'avait pas en ligne de mire. Oui, voilà, on ne l'avait pas en ligne de mire. Et puis, ce que disait Richard, il a raison, c'est qu'ils peuvent rien gagner d'autre, ils vont rien gagner les Ukrainiens. Mais est-ce qu'ils peuvent perdre plus ? C'est vrai que ce plan tel qu'il a été présenté, enfin les briefs qui viennent d'être présentés, qui nous disent voilà, ça serait reconnaître que la Crimée appartienne à la Russie, ça paraît compliqué, mais je pense qu'on peut arriver... L'état-major ukrainien le dit lui-même aujourd'hui. Le dit lui-même, et en Europe, on le sait depuis très longtemps, qu'effectivement, la Crimée restera russe, parce qu'on n'a rien fait en 2014. Ce n'est pas en 2025 qu'on va envoyer dehors de la Crimée les Russes. Donc, il faut peut-être, effectivement, essayer d'appuyer un plan de paix. Peut-être, effectivement, qu'il y ait des forces européennes en 12e ligne pour garantir la paix en quelque sorte, oui, pourquoi pas, mais de toute façon, tant que Vladimir Poutine soit là, ça paraît compliqué que la paix en Ukraine puisse rester durable dans les prochaines années. Guillaume, est-ce que les Européens doivent dire à Zelensky, faites votre deuil de la Crimée, voilà, faites votre deuil des territoires acquis mais je pense que par les Russes au cours des 20% du territoire ukrainien. Il y a deux choses. Regardons l'avenir. Il y a deux choses. D'abord, pour regarder. Préparons-nous à l'avenir. Pour regarder l'avenir, il faut avoir en face quelqu'un qui a envie de jouer le jeu. Et ce qu'on sait, c'est que Poutine veut l'Ukraine dans sa globalité, et il a même envie d'aller au-delà de l'Ukraine. Donc ça, c'est très clair. Il a des plans très clairs que les Européens et même les Américains ont identifiés. Donc le sujet, c'est que OK, on veut la paix, mais on sait que la paix n'est pas crédible, qu'elle ne sera que temporaire. Donc, quelle est notre grande stratégie au-delà d'une paix temporaire qui ne sera que temporaire? Préparer l'étape d'après, comme vous le dites. Préparer l'étape d'après. Voilà. Oui, en ne comptant que sur nos forces. Oui, en ne comptant que sur nos forces, nous, Européens. Et secondo, tu as raison, en disant on a été surpris que les Américains nous lâchent. Mais bon, la vérité, c'est que dès 2020, et quand Biden est arrivé, il y avait toute une série de jeunes Turcs autour de Biden qui disaient mais écoutez, l'OTAN est caduque, ce qu'avait dit Macron. Oui, tout à fait. Le mieux, c'est que les États-Unis disent on soutient l'OTAN jusqu'en 2030 et que vous, Européens, vous créiez une vraie armée européenne et pas une coalition d'armées, parce qu'en fait c'est inefficace, pour pouvoir assurer votre défense. Bon, ce débat, à mon avis, ça reste le débat fondamental. Comment on organise la transition face à un OTAN ? N'oublions pas de toute façon qu'ils ont été les précédents du côté de Donald Trump. La reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, la reconnaissance du Sahara appartenant au Maroc. Dans quelques semaines, dans quelques mois, la reconnaissance peut-être de la Crimée comme appartenant à la Russie. Donc pour les Européens, il va falloir gagner du temps, créer cette armée, créer cette force qui puisse effectivement, quelque part, dissuader les Russes de continuer à envahir le reste de l'Ukraine, et surtout, espérons effectivement que le mandat de Donald Trump se termine et qu'un autre président plus sympathique aux intérêts européens. L'Élysée a fait savoir qu'Emmanuel Macron ne ferait aucune rencontre diplomatique en marge des obsèques du pape François demain. Ça aurait pu être l'occasion de croiser Donald Trump, de croiser... Non, comme si pas l'objet, et je pense que... Comme si l'Europe avait décidé de faire le dos rond et de capituler. Non, attends. Le pape François mérite un hommage, et on ne va pas faire un mélange de diplomatie à cette occasion. Je pense que...
Voilà, si quelqu'un mérite un hommage mondial, c'est bien lui. Allez, ça sera demain, samedi, les obsèques du pape François, demain matin à partir de 9h. C'est terminé pour ce soir en tout cas. Merci messieurs d'être venus ce soir. Juan José Dorado, journaliste espagnol basé à Paris. Guillaume Clossat, président d'Europa Nova. Et Richard Verly, correspondant du journal suisse Blick à Paris. Merci messieurs, à très vite avec plaisir pour de nouvelles aventures sur BFM Business. 18h57, je vous redonne les grands titres car il sera 19h dans 3 minutes sur BFM Business. Et dans la foulée, ça sera Fred Mazella jusqu'à 20h bien sûr. À tout de suite.